Alors comme vous verrez, c'est une vidéo avec Karl Brochu qui est faite en altitude. Et là, une fois n'est pas coutume, je suis bien assis et le téléphone est bien fixé sur un petit trépied. Donc dans cette vidéo, je parle de l'évolution de l'affaire qui concerne l'assassinat de l'influenceur américain Charlie Kirk. Et d'ailleurs, au cours des derniers, depuis son assassinat et jusqu'à maintenant, j'ai continué à regarder des vidéos de lui. Alors c'est assez intéressant parce que selon ses partisans, selon que les gens sont des soutiens inconditionnels d'Israël ou des soutiens inconditionnels de Gaza ou des soutiens inconditionnels de MAGA, donc tous montrent des vidéos très différentes. Parfois des vidéos qui étayent leur thèse, mais en réalité tout montre qu'il s'agissait d'un être humain, donc avec ses excès, avec ses zones d'excellence, avec tout ce qui pourrait améliorer. J'étais aussi très attentif à la vidéo qu'a fait de lui Candace Owens, qui dit beaucoup de choses, et l'amitié en fait qu'elle avait pour lui, et réciproquement, y compris quand en apparence leur position sur la question d'Israël et de Gaza était complètement opposée. Petit à petit, on sent que pas mal de personnes commencent à réaliser qu'il était peut-être un personnage moins monolithique que certains pensaient, et les positions qu'il a prises, en particulier sur Israël, pas que depuis le 7 octobre, étaient beaucoup plus courageuses et beaucoup plus inquiétantes pour Israël que beaucoup peuvent le penser. Et donc c'est, comme j'insiste dans la vidéo, très surprenant l'attitude de Netanyahou et l'attitude de tous les supporters de la Hasbara. Alors Hasbara, pour ceux qui découvrent ce mot, c'est toute la propagande des lobbies de soutien à Israël. Et donc ce sont ce qu'on appelle les mots-clés qui sont diffusés, qui doivent être répétés par des milliers de trolls humains ou intelligence artificielle sur les réseaux, afin de faire passer le message d'Israël. Il y a quelques jours, on apprenait d'ailleurs, et qu'il y a un contrat intitulé Hasbara, qui a été signé par Google et YouTube avec l'État d'Israël, avec des services de propagande d'un montant de 45 millions de dollars. Donc inutile de vous dire qu'on va être submergé par cette propagande. Alors il semblerait que, un peu comme l'assassinat de Kennedy, on va vivre pendant pas mal de semaines ou pas mal de mois ou pas mal d'années avec la thèse de l'assassin isolé. Donc un jeune homme d'un peu plus de 22 ans, un étudiant brillant, ou en tout cas un boursier, donc ce qui est le signe d'un étudiant brillant, qui aurait commis cet acte seul, en se déplaçant en voiture. Plus bizarre, il aurait plus ou moins annoncé les choses sur Discord, c'est-à-dire comment il allait récupérer le fusil, comment il allait l'utiliser, et puis toutes ces choses complètement ridicules et absurdes, des balles qui seraient gravées. Alors quelqu'un qui tire à une telle distance, c'est rare qu'ils prennent la peine de graver les balles, puisque ça risque de fausser la trajectoire des balles, et ça peut même fausser le canon et la précision du canon d'un fusil. Donc on sent bien toute cette mise en scène. Alors il faut savoir, on entend beaucoup parler en ce moment d'expérience de Stanford, on entend beaucoup parler de tout ce qui est MK Ultra, etc. Mais il faut savoir que les réseaux comme Discord sont des endroits où les gens vont à la pêche. Donc il y a des gens qui vont à la pêche, les pédophiles, pour les enfants plus ou moins jeunes. Donc ça, beaucoup de gens l'ont observé. Mais il y en a d'autres qui vont à la pêche de profils assez facilement identifiables sur ces réseaux,
Il suffit de mettre en espionnage, entre guillemets, des outils d'intelligence artificielle et de filtrage. Et il y a des profils types de personnes qui peuvent être manipulées et activées pour devenir des tueurs. Donc bon, à l'époque de Kennedy, Oswald, on peut imaginer que tout ça était balbutiant. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est plus du tout balbutiant. Donc on va prendre le profil parfait qui brouillera complètement l'enquête et qui empêchera de regarder dans une autre direction. Donc ce qu'on constate en tout cas, c'est que le tireur a atteint sa cible à plus de 150 mètres, qu'il a le même profil que celui qui avait tenté d'assassiner Trump, c'est-à-dire une étude universitaire relativement brillant. Alors ça se passe également dans l'Utah, donc tout ça est très étonnant. Il y a eu beaucoup de pistes qui maintenant vont être sans doute éteintes, comme un avion qui aurait décollé très rapidement après l'attentat, mais bon, ça doit arriver régulièrement comme dans l'Utah d'avoir des jets privés, ou alors d'autres vidéos qui étonnamment le voient encore dans l'université en train de descendre de la zone où il aurait utilisé le fusil, et pourtant il a un petit sac à dos dans lequel il est totalement improbable que le fusil soit. Et est-ce qu'il aurait pris la peine de prendre le fusil pour aller, comme ça a été affirmé par la police, le cacher dans un bois? Donc bref, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ce qui est vrai, c'est qu'on ne saura sans doute pas la vérité comme souvent. Ce qui est faux, c'est de croire que Charlie Kirk était un soutien d'Israël, mordicus. Ça, c'est complètement faux. C'était au contraire quelqu'un qui était extrêmement chrétien, qui croyait en le Christ, en la croix, et qui pensait que l'État américain devait absolument redevenir un État chrétien, et qui expliquait dans de nombreuses conférences par rapport à la manière avec laquelle l'essentiel de la Constitution américaine avait été rédigé. Et ça, c'est un point important, puisque pas besoin de dénoncer l'État d'Israël ou certaines sectes, entre guillemets, à l'intérieur, pour imaginer à quel point un tel individu est dangereux. Pas forcément dangereux par la manière avec laquelle il avait évoqué le 7 octobre, en décrivant en fait ce qu'il savait, ce qu'il avait vécu, puisqu'il était allé là-bas avant et après. Et donc il connaissait les trajectoires, il connaissait l'organisation de l'armée, des kibboutz, de la police, etc., etc. Donc lui ne croyait pas que c'était une thèse raisonnable. Donc il était véritablement régulièrement accusé d'antisémitisme sur les sites. Il était donc suspect, et c'était la cible parfaite, puisque en le tuant, ça exacerbe la haine et ça favorise la perspective d'une guerre civile. Je vous rappelle que tout ça se passe dans la foulée de beaucoup d'événements. Un meurtre à Charlotte qui ressemble également à une expérience MKUltra. Ce meurtre, tous les développements de Candace Owens pour montrer à quel point MKUltra peut être non seulement dans la société américaine, mais peut-être la société internationale. Et puis les bombardements à Doha, les destructions à Gaza, et puis les images qui arrivent là quasiment au moment où je vous parle, puisque souvent avant de faire l'introduction, je fais un peu défiler les sources d'informations dont je dispose. Eh bien, ce sont des milliers de Palestiniens de Cisjordanie qui ont été pris dans des rafles d'Israël pour aller on ne sait où. Donc on sent que les Israéliens, évidemment, Smotrich, Netanyahou, ne vont pas s'arrêter là. Et je n'oublie pas, évidemment, la menace de Netanyahou de frapper partout, à tout moment, ceux qu'Israël considère comme ses ennemis, comme des terroristes.
Et donc, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ est un ennemi. Je note au passage d'ailleurs que le pape Léon XIV a reçu au Vatican il y a quelques jours le président israélien, et qu'il continue à être absolument silencieux sur le génocide et la famine à Gaza. Je note également que le Premier ministre anglais a conclu récemment que son pays, son administration, ne considérait pas qu'il y avait un génocide en cours à Gaza. Donc on peut imaginer que la plupart des pays de l'Union européenne vont annoncer bientôt avoir tiré exactement les mêmes conclusions sur cette analyse. Donc ce qui veut dire évidemment de la pression en plus sur les juges de la Cour internationale de justice qui doivent se sentir bien isolés, et toujours aucune sanction contre Israël, même après les bombardements de Doha, même de sanctions de pays arabes. C'est ce qui est le plus incroyable, puisqu'il y a eu quelques déclarations, mais finalement l'assassinat de Charlie Kirk arrive et ça efface tout le reste. Et à chaque fois, en fait, un événement comme ça, un événement terroriste, vous remarquerez, efface le reste de façon complètement flagrante. Et c'est ça qui devrait véritablement nous troubler. Moi, j'ai fait des lettres là-dessus, très détaillées, et qui montrent que pour tous les attentats importants, eh bien, ça arrivait à point nommé pour faire oublier une situation et pour créer une situation, mais qui est toujours favorable à la même direction pour l'humanité, qui est celle de la division, qui est celle du chaos, qui est celle de la destruction des religions, ou en tout cas de leur ostracisme, que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane, et faire de la religion juive un peu l'alpha et l'oméga d'une forme d'allégeance imposée à tout le monde. Et donc on va voir avec ce nouveau Premier ministre, qui, comme je le souligne, s'appelle Lecornu, quelles vont être ses priorités en termes de loi, sachant qu'il a été celui qui avait présenté la loi de programmation militaire, qui avait été votée en juillet 2023, et loi de programmation militaire qui donne une forme de plein pouvoir à Emmanuel Macron. En tout cas, profitez bien de cette vidéo. Je vous incite, je vous invite à rejoindre ma lettre Substack, et je vous envoie plein d'énergie positive, puisque j'ai la chance de pouvoir marcher dans de bonnes conditions, au milieu de paysages magnifiques, comme vous verrez dans la vidéo qui suit, et mais de continuer à rester vigilant sur l'actualité, et vigilant dans la manière avec laquelle je vous partage mes analyses. Plusieurs lettres sont prêtes à partir, mais à chaque fois c'est beaucoup de temps, donc parfois j'ai pas cette énergie, mais en tout cas dans les 2 prochains jours, il devrait y avoir 3 lettres dans les boîtes aux lettres des abonnés à mon Substack. Alors je vous rappelle, ça s'écrit S-U-B-S-T-A-C-K, Substack, substack.com, et là vous faites Bertrand Scholler. Et si vous avez du mal, vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Surtout, gardez la foi, gardez l'espoir. C'est vrai que voir Israël bombarder impunément autant de pays, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Qatar maintenant, et en réalité pratiquement n'importe qui à tout moment, parce que le Yémen est frappé maintenant quasiment quotidiennement, et je vous rappelle que l'intégralité du gouvernement Hassana
donc le gouvernement Houthi, donc qui est reconnu par les Yéménites, mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. On évoque d'ailleurs un peu le cas du Venezuela avec Karl, eh bien, montre bien à quel point on vit dans un monde de double standard flagrant. Imaginez juste une seconde si n'importe quel autre pays qu'Israël s'autorisait à faire ce que Israël s'autorise à faire, ce serait très grave. Et par ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que Alain Soral avait été condamné à de la prison ferme, à beaucoup d'amendes. Donc tout ça également continue dans cette forme de dissuasion, d'oser s'exprimer, d'oser débattre de tous les sujets. Et donc voilà, des assassinats aux États-Unis, de la violence, mais la violence judiciaire n'est pas moins sournoise et moins dangereuse. Bonne vidéo. Merci de penser à l'abonnement Substack. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des difficultés particulières. En tout cas, j'ai besoin clairement d'abonnés Substack. J'ai besoin de votre soutien. Je compte. Salut Bertrand, comment ça va? Bonjour Karl. Écoute, ça va très bien. Un peu plus loin, là où je suis, il y a une buvette. Donc j'ai pu aller chercher de l'eau gazeuse avec du sirop de menthe. C'est mon plaisir quand je marche. Mais je pouvais pas rester là-bas parce qu'il y aurait eu trop de bruit entre les gens qui discutent, qui sont contents. Et donc, vous avez un point de vue, là, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude, ce qui est pas très haut, mais la vue est magnifique. Écoute, ça contraste avec tes images qu'on nous montre des villes en France. On nous avait prévu une grosse semaine avec le vote de confiance au début de la semaine, la manif, on bloque tout. Et là, d'une minute à l'autre, on s'attend là au verdict du Fonds monétaire international. C'est quoi l'ambiance en France, Bertrand? Puis comment tu analyses ça? Et il y a aussi là la nomination de votre nouveau premier ministre, Le Cornu. Écoute, ça fait un peu satanique, votre affaire. Écoute, tu viens de faire une très bonne introduction. Si tu demandes à Wikipédia ce que veut dire Le Cornu, historiquement, c'était le nom du diable. Donc ça a évoqué le diable, c'est-à-dire un homme avec des cornes. C'était Satan. Après, plus tard, c'était quelqu'un de cocu. Et donc les gens se trompent en fait. L'homme qui est le cornu, c'était dans le village, c'était pas un nom que quelqu'un pouvait accepter d'être appelé, tu vois, le cocu, bien qu'il y ait des gens qui s'appellent cocu. Mais le cornu, c'était vraiment quelque chose de diabolique. Il faut savoir que c'est le seul et unique ministre qui a toujours été ministre avec Emmanuel Macron depuis le début. Donc le diable a toujours eu un cornu comme ministre, le cornu comme ministre. Et ça, tu peux pas l'inventer. Comme l'élection avec 66-6, comme le portrait officiel, comme... Si tu veux, à un moment, si les gens ne veulent pas voir l'évidence, ils peuvent rien voir. C'est comme le film Damien la malédiction. Et si tu mets une apostrophe, si tu écris D apostrophe Amiens la malédiction, sous-entendu, la malédiction viendra d'Amiens, la ville d'Amiens. Et tout converge en fait. C'est-à-dire que quelle que soit la manière, parfois, si tu veux, les choses sont tarabiscotées. Mais dans le cas du couple Macron, enfin, tout, si tu veux, là, il y a Candace Owens qui accélère, entre guillemets, son enquête avec la saison 2 et qui révèle depuis quelques jours l'université de Stanford, l'expérience des MK Ultra, la date de Brigitte Macron, la date officielle qui est le début de l'expérience MK Ultra. Mais le fait qu'exactement à la même époque, à Stanford, à partir des années 1967, il reprenait une expérience qui avait été faite au Danemark qui date des années 50, comme quoi ça date des années 50, sur la transition de genre. C'est-à-dire, depuis les années 50, ils ont des gens qui travaillent à ça. Ce qui est quand même phénoménal, puisque génétiquement, il n'y a que quelques cas par million
de gens qui ont un problème génétique de type hermaphrodite ou une erreur de genre en fait, c'est-à-dire mais tu le constates génétiquement. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec ces expériences de Stanford, ils savent programmer par les informations, par l'éducation, par les jeux vidéo, par tout ce que tu veux, la nourriture, tu sais qu'il y a plein d'hormones. Ils savent déprogrammer le genre des gens. Et si tu discutes avec des médecins, des psychiatres, etc., ils te disent, mais on n'a jamais vu autant de personnes avec des problèmes de genre. Tu sais, c'est dans un pays comme la France, il y a des centaines de milliers de personnes, ça paraît délirant comme chiffre, qui sont en traitement hormonal de changement de genre. C'est-à-dire, tout le monde a quelqu'un autour de lui qui connaît quelqu'un de proche qui est en train de faire une transition. Et ça n'existait pas avant. Et c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, mais bizarrement, ça n'existe pas dans beaucoup de pays du monde. C'est-à-dire, en Asie, ça va exister en Corée ou au Japon, mais ça va pas exister dans le reste de l'Asie. En Afrique, ça va exister nulle part ou quasiment nulle part. Alors bon, évidemment, il y a l'anecdote de la boxeuse algérienne, dont maintenant on sait que c'est un homme au sens génétique du terme. C'est-à-dire que on sait qu'elle est XY. Moi, je ne remets pas en cause qu'elle soit femme. Mais est-ce que quand tu as les chromosomes XY, c'est-à-dire tous les avantages qui vont avec en termes de testostérone, de musculation, d'ossature, tu peux combattre avec des femmes qui sont XY? Quand tu sais, d'un point de vue génétique, entre guillemets, la différence entre un homme et une femme. Parce que l'égalité des sexes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. Enfin bref. Donc, et pour ce qui est de l'ambiance en France, si tu veux, quand tu es sur les chemins, je suis beaucoup plus détaché en fait de tout ça. C'est-à-dire, j'essaie de suivre les informations. Donc, l'assassinat de Charlie Kirk, les bombardements israéliens à Doha, tout ça, on va en parler. Les drones en Pologne. Le choix de l'invalidation de Bayrou. Parce que ce qu'il faut dire avant le choix de Lecornu, c'est que Bayrou est le premier ministre de la Ve République qui perd. Parce qu'en principe, un Premier ministre, il a tellement d'informations, il a tellement de pouvoir. C'est un personnage important dans la Ve République, le Premier ministre. Alors, avec Macron, il n'a plus d'importance. Mais avant Macron, il avait de l'importance. C'est pour ça qu'il y avait des cohabitations entre le président et le Premier ministre. On a vu ça souvent. Un Premier ministre peut diriger et devrait diriger, tu vois. Et en tout cas, un certain nombre de choses. Il a des prérogatives. Mais là, ils en ont plus. Et donc, manifestement, Bayrou, il est parti au suicide parce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire qu'à un moment, Macron lui a dit, écoute, demande le vote de confiance. Bon, Bayrou avait tenu plus de 6 mois, donc il a sa retraite à vie de Premier ministre, il a ses avantages à vie de Premier ministre. Et je pense que, compte tenu de tout ça, ça lui suffisait. D'autant qu'il était certainement très content d'avoir été sauvé par Macron lors de l'affaire Betaram. Parce qu'il aurait dû sauter au moment de l'affaire Betaram. Tu sais, c'est quand même une affaire très très grave, encore une affaire de pédophilie, et une affaire de pédophilie dans une école qui dépend de son agglomération. Ah oui, C'est-à-dire, lui, il a eu une carrière politique dans la région de Pau, et Betaram est non seulement, entre guillemets, dans son giron, mais surtout, la femme de Bayrou travaillait là-bas. Donc, si tu veux, ça fait quand même beaucoup de choses qui montrent qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il y avait un scandale et qu'il fait partie des gens qui ont fermé les yeux et qui ont permis à ce scandale de perdurer. Moi, si tu veux, je pense, je suis passé d'ailleurs dans ma marche par ce village. Donc sur les murs, il y a beaucoup de tags et tout. Il y a une vraie
exaspération, et le mot est faible, haine à l'égard de Bayrou, qui a été en responsabilité. Tu vois, il a été ministre de l'Éducation, Bayrou, à une époque où ces exactions avaient lieu. Ministre de l'Éducation, au moment où, dans les écoles, il y avait des enfants qui étaient violés, dont cette école. Et encore une fois, sa femme y travaillait, il avait beaucoup de relations, et il y avait beaucoup de bruit autour de cette affaire. Si tu veux, c'était quelque chose qui était bruyant. Après, c'est une école qui est très traditionnelle depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est une école qui est très importante pour la région, parce qu'elle a été créée, enfin, elle a été relancée par quelqu'un qui est devenu saint. Et donc, c'est presque un sacrilège de critiquer cette école. Mais le problème, c'est que tu peux pas laisser un enfant se faire violer. Tu vois, la pédophilie, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est pour ça que tout ce qui se passe autour de l'affaire Epstein, tout ce qui se passe autour de la pédophilie qui est couverte est totalement inacceptable. Et dire qu'il n'y a pas de dossier quand tout le monde sait qu'il y a un dossier, il y a quelqu'un qui s'appelle Giuffre, pour laquelle le fils de la reine d'Angleterre, qui est morte, a payé quand même 15 millions de dollars dans le cadre d'un procès. Ça prouve bien qu'il y avait une affaire de pédophilie. Et la même avait dit qu'elle avait eu des relations avec Trump, avec Epstein, avec d'autres. Et elle avait même été recrutée quand elle avait 15 ou 16 ans pour bosser à Mar-a-Lago avec Trump. Donc toutes ces affaires de pédophilie qui sont couvertes, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, ça fera une transition avec Charlie Kirk. Lui-même faisait partie des gens qui étaient dans les plus grands combattants. Lui, si tu veux, il était vraiment chrétien. Il était assez critique de la politique d'Israël, contrairement à ce que tout le monde dit. Beaucoup de gens le pensaient comme un soutien. Il réussissait ce travail d'équilibriste à bien séparer en fait ce qu'il appelait les Israéliens ou les Juifs intégristes et les Juifs plus traditionnels, entre guillemets, plus Torah par rapport à ceux de la Talmud. Et alors c'est vraiment un exercice d'équilibriste en fait, mais il n'était pas du tout dupe du 7 octobre, il n'était pas et surtout il était choqué par la prise de pouvoir des lobbies. Il était un peu comme Kennedy. Il trouvait que la constitution américaine et l'État américain était un État qui a été construit sur les valeurs chrétiennes et uniquement sur les valeurs chrétiennes. Et entre les Mormons et les sionistes, mais il l'exprime, il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles il l'exprime, il disait que l'État américain ne pouvait pas fonctionner en dehors de ces valeurs. C'est-à-dire qu'il avait été tellement construit sur ces valeurs que des gens qui fonctionneraient avec d'autres valeurs détruiraient l'État américain. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi je comprends très bien ce qu'il voulait dire. Puis il y a plusieurs analystes, là, on est à quelques heures de l'événement, Bertrand. Je pensais pas qu'on irait aussi vite sur cette hypothèse-là, que c'est l'État profond et les lobbies israéliens qui seraient derrière cet attentat-là. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est plein de podcasteurs américains. Parce que je remarque, Bertrand, qu'aux États-Unis, on peut parler ouvertement et nommer l'État profond. On brasse beaucoup l'EPAC. Candace Owen dénonce Israël. Et là, M. Kirk, plusieurs disent que ça lui a coûté la vie. Ces derniers jours, il aurait pris des positions sur Israël et la bande de Gaza et sur la guerre en Ukraine qui fait pas l'affaire de l'État profond. Peux-tu nous en parler? Exactement. Je pense que comme il avait été quelqu'un parmi les Magas qui était historiquement très proche des positions de l'État d'Israël, à partir du 7 octobre, il a montré
et il a été accusé dans de nombreux articles d'être antisémite. Hey. Il y a beaucoup d'articles qui le traitent d'antisémite parce que dès le 7 octobre, il explique que ça n'a aucun sens. Il dit qu'il a été en Israël, il a été invité là-bas, il a pris l'hélicoptère, il est parti de Jérusalem en hélicoptère, il a survolé, il s'est approché de Gaza, il a été à Tel Aviv, il a fait le trajet de Tel Aviv, et il a été très critique surtout. Il a dit mais comment est-ce qu'il pouvait y avoir une rave party à cet endroit-là? Comment pendant des heures et des heures l'armée n'a pas réagi et a laissé prendre autant d'otages? Comment il y a des otages qui semblaient avoir été pris et qui sont réapparus comme ça? Donc il évoquait le fait qu'il pourrait y avoir une partie de mise en scène, mais dans une interview, un jet d'interview. Ah oui, il y Elle en a sera plein. d'ailleurs Là, dans... je pourrais te présenter celle-là où il y a des réserves sur les politiques de Netanyahou. Vas-y. Et c'est très surprenant, là, parce qu'en France, on n'aura pas trop d'expressions parce qu'on sait que vous êtes soumis à des lois en Europe que les Américains n'ont pas. Et je sens ça beaucoup en ce moment dans la dénonciation de l'État profond, Bertrand. C'est en train de se régler aux États-Unis. Aux États-Unis, là, on nomme le réel à ce niveau-là. Tout le monde, hey, McGregor, Jeffrey Sachs, des gros noms aux États-Unis qui en parlent et qui lâchent pas le morceau. Que ce soit avec Trump, avec Biden ou quoi que ce soit, on s'aperçoit que les politiques internationales sont dictées par les intérêts d'Israël et non pas des États-Unis. Et ça, ça semble surprendre beaucoup de monde aujourd'hui. Puis c'est un des, je te dirais, un des tabous qui est difficile, en tout cas ici au Québec, à aborder, sans qu'on nous passe pour des extrêmes droites, parce que Kirk aussi a subi cette médecine-là d'extrême droite. Il y a même un média au Québec, attache-toi, Bertrand, qui a dit que Kirk s'est fait assassiner, entre autres, parce que il voulait réhabiliter Hitler. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, ils réussissent à tout inverser. C'est-à-dire que, bizarrement, Netanyahou, quasiment immédiatement, a fait un tweet dans lequel il priait pour Kirk. Alors, quand tu sais tout ce que Kirk a dit et à quel point il a été traité d'antisémite, quelqu'un comme Netanyahou ne lui pardonne jamais. C'est-à-dire, les bases de données d'Israël font que, à la moindre incartade, tu vas être dans la base de données. Il suffit qu'une fois dans ta vie, tu aies tenu des propos qui plaisent pas pour être soupçonné pour toute ta vie. C'est-à-dire que tu n'auras aucun moyen d'être considéré comme crédible ou fiable ou n'importe quoi. C'est terminé, entre guillemets. Une incartade. Et donc, Kirk, qui savait qu'à tout moment, il pouvait changer d'attitude du tout au tout. Et comme il était très influent, il était connu, reconnu, c'était un excellent débatteur, un grand ami de Candace Owens. Et quand on connaît les positions de Candace Owens, s'il était, ah bah oui, non mais s'il était ambigu par rapport à Gaza ou par Israël, Candace Owens aurait jamais pu être amie avec lui, puisque pour Candace Owens, comme pour d'autres, comme pour moi, tu sais bien que pour moi Gaza c'est vraiment le centre de tout, et le génocide de Gaza c'est l'image de notre humanité. C'est-à-dire qu'une humanité qui laisse faire ce qui se passe à Gaza n'est plus une humanité. C'est-à-dire on ne peut pas s'appeler humain en voyant ça. Et tous les gens qui disent il y a d'autres génocides, ils ne font que reprendre les propos d'Israël. Et en fait, c'est des petits grouillots d'Israël. Parce qu'en fait, il y a des endroits où des civils souffrent, ça c'est clair. Mais ça ne s'appelle pas un génocide. C'est-à-dire génocide, il y a une définition. Que au Congo ou dans des endroits comme ça, si tu veux, il y ait des guerres tribales monstrueuses avec des conséquences terribles pour les civils. Voilà. Mais en tout cas, Charlie Kirk, sur tous ces sujets-là, Epstein, plus généralement la pédophilie, le contrôle des médias, les lobbies pro-Israël, il était intraitable. Il parlait de l'immigration et il est le seul qui disait clairement que l'immigration aux États-Unis, elle était sponsorisée par les lobbies juifs.
Ah, écoute, j'ai écouté des vidéos depuis ces événements-là. Je le connaissais un peu, mais là, j'ai été forcé de me pencher un peu plus sur l'homme puis qu'est-ce qu'il disait. Puis, écoute, encore une fois, je suis surpris par la clarté de la dénonciation des Américains. Quand je dis que ça va se régler entre anglo-saxons, c'est à peu près juste eux qui peuvent s'ébranler eux-mêmes parce que ils sont tellement confiants au niveau mondial qui sont difficiles à ébranler. Make America Great Again. On veut refaire des États-Unis Mais un empire great again. Wow. mais c'est là où Netanyahou a été très fort. C'est-à-dire que quand immédiatement il fait un tweet pour dire je prie pour lui, il fait un tweet en disant oh là là, sa mort c'est terrible, et il refait le lendemain un long tweet. Tout ça, c'est pour détourner l'attention. Et dans la foulée, comme quoi, tu vois, c'est vraiment un crime de terrorisme d'État, soi-disant, le tueur aurait abandonné un fusil et il y a des éléments sur le fusil qui prouveraient que ce serait un tueur lié à des transsexuels, etc. Et bientôt, ils diront non, mais il y a peut-être une piste russe ou une piste iranienne. Enfin, tu vois, ça va être n'importe quoi. Tout ça pour regarder ailleurs que la piste Mossad Israël. Comme pour Kennedy, il disait ah mais il y a une filière bulgare, Ben, comme pour cubaine ou machin, comme pour les tours jumelles. Ils ont accusé l'Iran, ils ont accusé, mais jamais ils ont accusé ben ceux. Il y Laden. avait après le 11 septembre, il y a plus de 100 Israéliens qui avaient été arrêtés. Les étages où l'avion est censé avoir explosé, très bizarrement, c'était des étages qui étaient inoccupés et dans lesquels il y avait, tu vois, le 11 septembre, il y avait des personnes juives qui étaient en train de faire, je sais pas quel, un truc bizarre. Et enfin, si tu veux, trop de preuves. Mais comme ils avaient décidé que c'était un attentat causé par des avions et qu'ils l'ont imposé dans l'esprit des gens, de toute façon, le soir même, 90% des gens avaient vu les passeports de Mohamed Atta, etc. Et après, c'était fini. Parce qu'en fait, tu cristallises ce que les gens vont penser dans les premières minutes. C'est-à-dire, Et- si immédiatement, dans les premières minutes, tu sors des passeports, où tu dis c'est LGBT ou c'est iranien, tu as 90% des gens qui ne changeront plus d'avis. Puis Bertrand, hein, la chose que j'ai remarqué tout de suite aussi là, dans la sortie de Trump, Trump a mis l'accent sur la gauche pour essayer de nous garder dans le prisme gauche-droite. Puis justement, ces messieurs-là, là, hier, on parle de spécialistes, des gens, c'est pas C'est cette des bons. chaîne-là là, que je, Ah ce que oui, c'est une monsieur-là bonne nous chaîne. dit, faut sortir de la gauche puis la droite, ça n'a rien à voir là-dedans. Ouais. Puis lui ci pointe l'État profond et Israël. Et tu fais bien de le noter, il y a des gens qui m'ont parlé de ça hier. Netanyahou semble sentir le besoin de justifier que c'est pas lui, que c'est pas Israël qui est à l'origine de ça. Mais quand on regarde les prises de position de Kirk et de d'autres qui ont payé de leur vie, là, à un moment donné, il faut commencer à allumer, Bertrand. Ah, il faut. Faut Mais sortir de la gauche puis de la droite. de toute façon, Kirk, il y a quelqu'un qui, il y a un mois, avait fait une vidéo et il parlait de lui. Charlie Kirk, c'est vraiment quelqu'un qui était important aux États-Unis. Il avait été très important dans la première élection de Donald Trump. C'est-à-dire que c'était un des jeunes, tu sais, il y avait Alex Jones, il y avait eu beaucoup de médias Internet puissants qui avaient soutenu Trump. Bon, Alex Jones, il s'était fait virer, tu sais, il y avait eu toutes les campagnes, son média avait été détruit, enfin. Mais Charlie Kirk, lui, il avait réussi à tenir. Et quand il y avait eu de nouveau la campagne de 2020, Charlie Kirk avait été très important, mais dans la campagne de 2020, Charlie Kirk, il faisait vraiment partie des équipes rapprochées de Donald Trump. Et bizarrement, après les positions qu'il a prises en 2023,
après octobre 2023, il avait eu une période où il était traité d'antisémite et il avait été complètement remis en cause. Et dans cette période-là, il avait perdu énormément de sponsors, énormément de moyens, énormément de dons. Et donc, c'est triste à dire, mais tu vois, il avait fait plus de compromis. Il avait aussi eu pas mal d'intimidation. Et donc, il était retourné, entre guillemets, sous le chemin du politiquement correct vis-à-vis de la politique d'Israël. Donc, il avait prétendu, par exemple, maintes fois, ce qui lui a été énormément reproché, et c'est normal, qu'il n'y avait pas de famine à Gaza. Il disait que la Palestine... On a des petits problèmes, ça va revenir. Il disait que la Palestine n'existait pas, par exemple. Et c'est bon, hein, on est en ligne? Oui. Il disait que la Palestine n'existait pas, que c'était... En fait, il faisait partie des gens, tu sais, quand tu as des grosses équipes, hein, parce qu'on voit que lui à l'écran, mais derrière, il y a toute une équipe qui lui prépare les dossiers, qui lui fait les revues de presse. Quand tu es un grand journaliste comme lui, connu, tu es malheureusement tout le temps avec des petits déjeuners, avec tes donateurs, avec des sponsors, tu es à des réunions de travail avec tes équipes, tu es à des déjeuners, tu es à des conférences, tu es à des débats, tu négocies des choses. Tu peux pas... en fait, tu vois, c'est un peu comme toi, tu as un emploi du temps de fou. Tu as ton job, tu as la préparation des émissions, les émissions, etc. Donc, t'as pas forcément autant de temps que tu pourrais vouloir pour t'informer. Donc, parfois, quand tu échanges, bah, tu es informé par des gens qui t'envoient et puis tu prends le temps de regarder. Mais tu vois, par rapport à moi, par exemple, j'ai plus de temps pour essayer d'avoir une information large, tu vois, en allant chercher l'information à la source. Bah, Et on en profite bien. Oui, Oui. Charlie Kirk, et c'était pas comme ça. Donc, comme tous ces médias, tous les gens comme lui qui deviennent puissants, sont immédiatement approchés par des gens qui sont envoyés par ADL ou par EPAC ou autre. Tu sais, des gens qui viennent pour les aider, qui viennent... et puis, il se retrouve avec quelqu'un qui lui dit « t'auras 10 000 balles par mois ». Puis, un jour, le mec l'invite à un dîner et puis il lui dit écoute, ça pose un problème, t'es un peu dérivé, tu sais, moi, ça me gêne de continuer à te soutenir. Bon, bah, quand t'as quelqu'un qui a un donateur important, bon, lui, 10 000 balles, c'est des très gros médias, les Américains, c'est des millions d'euros, de dollars, hein, que quelqu'un comme lui gagnait. Tu vois, il avait des gardes du corps à plein temps, il voyageait vraiment dans des conditions très C'est difficile à privilégiées. imaginer comment ces gars-là peuvent attirer là, de l'argent. Et aux États-Unis, là, aussitôt que tu dépasses un certain nombre d'auditeurs ou de partisans, c'est dur à imaginer ça ici dans le reste du monde. Ah oui, oui, non, mais aux États-Unis, d'abord, les gens sont très généreux. C'est vraiment une habitude pour les Américains. Quand ils aiment, ils donnent. Donc c'est quelque chose que nous, on comprend pas en Europe, mais les Américains, dans l'art, dans les médias, dans tous ces domaines-là, si tu veux, la charité, entre guillemets, ça fait partie de leur mode de vie. Donc voilà, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et donc Charlie Kirk était une des très très grosses pointures, et donc il était influençable. Et depuis quelques mois, il faisait passer le message qu'il en pouvait plus, quoi, qu'il allait qu'il allait dire ce qu'il pensait sur ce sujet-là. Mais il avait dit le problème, c'est que je pense qu'ils me tueront. Et il l'avait dit et exprimé. Et ça, quelqu'un l'avait déjà dit dans une vidéo il y a un mois. Il avait dit j'ai vu Charlie et il est très inquiet parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, à la fois aux États-Unis, le dossier Epstein qui disparaît, puisque lui avait fait des émissions complètes où il avait dit qu'Epstein travaillait pour le Mossad, travaillait pour Israël. Et que Epstein, en fait, c'est quelqu'un dont le seul rôle, c'était de donner des éléments à Israël pour contrôler les personnes les plus puissantes des États-Unis et du monde. Et encore une fois, le réseau d'Epstein, c'était en France et aux États-Unis. Et c'est pas une coïncidence.
c'est là aussi que quand on traite l'information, puis que quand le moindrement on devient euh, imperturbable, puis on est dans la vérité, puis Kirk, en tout cas, il me semble être un gars qui était très sincère, très authentique. Euh, ces gens-là, on constate, comme tu dis, ce qui se passe là-bas, puis tout ce que l'EPAC, tout ce lobby sioniste-là a fait en Occident depuis des décennies. Quand tu te mets à réfléchir à ça, toutes les menaces qui entourent ce sujet-là, ou quand tu te mets à fouiller la question, tu dois faire très attention à ce que tu dis, parce qu'ils sont d'une violence extrême. Est-ce qu'on est à la fin de cette logique-là là, du libéralisme, de liberté 55? Est-ce qu'on est à la fin de cette logique-là en Occident, Bertrand, en ce moment? Moi, je pense. Alors, peut-être c'est Elon Musk qui l'a le mieux résumé, mais je ne sais pas qui y visait. Mais ce qu'Elon Musk a dit dans la foulée de l'assassinat de Charlie Kirk, qui était, encore une fois, je rappelle, aux personnes qui sont surpris qu'on puisse le défendre et qui pensent que défendre Charlie Kirk, c'est être d'extrême droite, c'était quelqu'un qui était vraiment un ami très très proche de Candace Owens, qu'on peut pas qualifier d'extrême droite, mais il était très proche de tout le scope et il était même respecté par Nick Fuentes. Nick Fuentes qui est véritablement un ennemi de Vance et de tous ces gens-là. Donc Elon Musk a dit puisque ils ne veulent pas laisser vivre la liberté d'expression, mais je ne sais pas qui y visait en disant puisqu'ils ne veulent pas, il faut accepter l'idée qu'on est au début d'un combat à mort et donc il va falloir prendre son parti. Ça, c'est Musk qui l'a écrit. Alors, c'est pas les mots exacts que je viens de dire, mais ce qu'il expliquait, c'est que si on prenait pas conscience que ceux qui sont en face sont là pour tuer tout ce qui s'oppose à eux et qui a un petit peu d'importance, parce que, tu sais, quand Charlie Kirk meurt, toutes les personnes qui sont un petit peu voient bien qu'il est ciblé uniquement pour ses positions critiques envers Israël. Il n'est pas du tout... Enfin, tu vois, aucun mouvement LGBT peut organiser un attentat aussi précis. Ah, là, on n'est pas du tout dans un truc d'étudiant d'école. Le tueur a disparu. Alors, il faut savoir, et ça c'est très très important, cet attentat a eu lieu dans l'Utah. Donc, les gens qui me suivent dans mes lettres, j'ai très régulièrement parlé de l'Utah. Et j'ai parlé de l'Utah comme étant un des endroits les plus dangereux au sens négatif du terme au monde. Ah oui, ça c'est un État mafieux, paradis fiscal, ouais. Alors c'est un État qui a comme principale caractéristique que plus de 70% des personnes qui y vivent sont mormons. Et les mormons considèrent les États-Unis comme la nouvelle Sion. Les mormons sont extraordinairement proches des juifs et beaucoup de personnes pensent qu'en fait les mormons c'est une couverture, en fait c'est une religion qui a été très proche de celle d'Israël, tu sais, c'est comme les Khazars, etc., et qui n'existerait que comme un paravent, comme une autre étiquette dans l'esprit entre guillemets d'une secte ou d'une religion compatible avec Israël. C'est les saints des derniers jours. Donc, c'est des gens qui croient que l'apocalypse arrive et donc ils ont des prophéties très compatibles avec celles d'Israël. Mais surtout, en fait, la plus grosse base de données de la NSA, donc le lieu où il y a le plus d'informations collectées au monde, c'est là-bas, c'est dans l'Utah. C'est également l'endroit où Palantir
la société dont on a entendu parler, Wow. a également le plus d'infrastructures techniques. Mais c'est également le lieu où toutes les boîtes d'intelligence artificielle ont mis énormément de centres de recherche. Pourquoi? Parce que l'Utah, les Mormons ont toujours été très en avance en termes de collecte d'informations et de bases de données. Tu sais que ce sont les Mormons qui collectent la généalogie de pratiquement toutes les personnes au monde depuis très longtemps. Ils ont des gens qui sont envoyés dans tous les pays du monde pour essayer de collecter des archives, connaître l'origine des personnes, etc. Il y a des thèses qui disent que, tu sais, avec les PCR, c'était une chasse à l'homme pour connaître, tu vois, avec les PCR, tu pouvais avoir des informations génétiques très précises sur toutes les personnes, avec toute la collecte qui a été faite. Et tu sais qu'il y a de la chasse à la génétique partout dans le monde. C'est quelque chose qui se passait dans les biolabs en Ukraine avec de la génétique slave, etc. Et il y a des gens qui disent que les Mormons ont collecté une grande partie de toutes les informations génétiques qui ont été collectées pendant la période du Covid. Et pour identifier les gens qui seraient de lignée hébreu de l'ancien temps, les gens qui seraient de lignée slave, de lignée... tu vas connaître les lignées, mais tu peux créer ensuite, hein, c'est pas que dans James Bond, c'est dans la réalité, tu peux créer des armes qui n'atteignent pas les gens qui appartiennent à certaines lignées et qui détruisent les autres. Eh bien, tout ça, ça fait partie des choses qui sont étudiées dans l'Utah. Et c'est possible de le faire dans l'Utah et nulle part ailleurs, parce que tout est contrôlé, absolument tout, par les Mormons. C'est-à-dire, tu peux pas être policier, shérif, etc. dans l'Utah si tu n'appartiens pas aux Mormons. Et même les personnes qui viennent s'installer dans l'État de l'Utah, puisqu'il y a 70%, ça veut dire qu'il y a 30%. On a un petit blocage. C'est très intéressant. Et c'est un État, c'est un État qui est particulièrement riche, alors que pourtant il n'y a pas de mer, il n'y a pas de... Bon, c'est Salt Lake City, donc il y a du sel, mais tu vois, et c'est un État... Alors, je vais juste dire quelque chose pour être sûr que les personnes qui nous écoutent font pas de confusion. Il faut pas confondre les Mormons et les Amish. Tu sais, il y avait le film avec Harrison Ford, et t'as les Amish qui vivent aussi, entre autres, dans cet État. Et donc, les Amish servent souvent de couverture aux Mormons. C'est-à-dire, les gens confondent les Amish qui sont particulièrement sympathiques et qui veulent vraiment vivre de la façon la plus naturelle possible. Et les Mormons, dont c'est totalement l'inverse en fait. Les Mormons, ils ont une envie de contrôle. Et alors, il faut savoir que un des sénateurs républicains les plus destructeurs, entre guillemets, donc les plus infiltrés, et qui est mormon, c'est Mitt Romney. Et si on se rappelle, Mitt Romney, c'est lui qui avait fait campagne aux côtés des démocrates pour l'impeachment de Trump. Donc, si tu veux, les Mormons ont un agenda qui est très particulier. C'est-à-dire, et encore une fois, c'est ce que tu mettais en commentaire hein, de quelqu'un, cette proximité toujours, Khazar, Talmud, Mormon, etc., etc. Mais si tu regardes la conquête de l'Ouest américaine, ceux qui ont fait véritablement beaucoup d'exactions, qui ont fait beaucoup de mal, qui ont fait beaucoup de false flags, tu sais, on entend souvent parler de false flags, eh bien les false flags ont vraiment été industrialisés par les Mormons dans la conquête de l'Ouest. Parce que pour conquérir un État entier comme ils l'ont fait, t'imagines, c'est un pays. Je crois que l'Utah, ça doit être en richesse
un des 5 États les plus riches des États-Unis. Donc quand tu sais la puissance de la Californie, du Texas, de l'État de New York, et tu te dis mais comment ce petit État peut être aussi riche? Eh bien, c'est parce qu'en fait, c'est très difficile d'avoir une idée de la puissance de cette Église. C'est-à-dire, dès la création des États-Unis, l'Église mormone est devenue tentaculaire aux États-Unis. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de Bill Gates. Aujourd'hui, on parle de Bill Gates, tu sais, qui achète beaucoup de terres, beaucoup de choses comme ça aux États-Unis. Et les gens s'inquiètent pourquoi Bill Gates achète autant. Mais les Mormons possèdent beaucoup plus. Il faut savoir que les Mormons possèdent une partie de BlackRock. Mais c'est pas 0 quelques pourcents. C'est 5 ou 10%. Enfin, c'est considérable. Ils sont dans Vanguard. Ils sont dans tous les domaines. Ils sont véritablement dans tous les domaines. Il y a une très très grande puissance des Mormons sur les États-Unis et ils ont un côté invasif entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec leur puissance, ils peuvent s'installer dans beaucoup de pays du monde. Et comme aux États-Unis, c'est considéré comme une religion et pas une secte, qu'ils ont des personnages politiques importants comme Romney qui sont mormons, eh bien, les pays alliés des États-Unis, pour eux, c'est très difficile de refuser l'implantation de l'Église mormone. Et donc, par exemple, en France, ils sont très implantés. Ça ne veut pas dire qu'ils représentent des millions de personnes. Ça veut dire qu'ils représentent dans les régions importantes des réseaux d'influence forts. Si tu veux, tu pourrais les comparer à la franc-maçonnerie. Être mormon, ça va te donner accès, entre guillemets, à des réseaux d'entraide, à des réseaux de puissance qui sont forts. Et comme il y a un vrai culte du secret, c'est-à-dire les mormons ne peuvent pas raconter tout ce qui correspond à leur rituel, etc., ils appartiennent vraiment à une forme de société secrète. Pas du tout comme une religion classique. C'est plutôt une religion secrète. Je vais aborder ça avec toi parce qu'on sait comment on traite l'histoire du clergé en France puis tout ça. On essaie de trouver des pédophiles partout. On essaie de nous expliquer que la religion c'est méchant et autres. Et ces groupes-là qui sont autour de nous là, les Mormons ont des pratiques. Certaines sectes de ces religions-là ont des pratiques envers leur population complètement ignoble. Mais nos spécialistes, ceux qui ont souvent la gâchette rapide pour traiter les religieux de tous les noms, quand il est question de cette religion-là, tout s'efface. Tout est acceptable. Parce qu'ils ont une puissance incroyable. Je te dis très clairement, et c'est terrible de dire ça, mais que ce qui est arrivé à Charlie Kirk ne pouvait pas être plus propice pour les assassins s'ils sont liés au Mossad ou s'ils sont liés à un État profond américain qui a une très fine connaissance. Encore une fois, toutes les sociétés, entre guillemets, les plus inquiétantes du monde, dont Palantir, sont véritablement quasiment basées là-bas. Et si tu considères que ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle, eh bien, c'est la nouvelle révolution industrielle de notre époque, eh bien, il faut bien comprendre que l'Utah est le cœur de ça. C'est pas un État parmi les autres. C'est pas la Silicon Valley le cœur. C'est pas l'État de Washington, donc là où il y a Seattle, donc complètement au nord-est des États-Unis. Donc c'est ni la Californie, ni l'État de l'Utah est au cœur, mais véritablement au cœur des bases de données qui feront
l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas une question d'algorithme, c'est une question de base de données. C'est la taille et l'accessibilité d'informations fiables ou non fiables, puisque selon les intentions de l'intelligence artificielle, elle peut diffuser à loisir des informations non fiables ou refuser de diffuser des informations gênantes. Eh ben, la structuration des bases de données les plus importantes du monde se passe là-bas. Et c'est vraiment autour de ça que s'est créé l'Utah. C'est pour ça. Alors, il y a des voitures qui passent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que parfois, si tu veux, quand on parle d'eschatologie, quand on parle de transcendance, quand on parle de toutes ces choses-là, c'est très intéressant de se dire que ces gens qui ont eu des visions soi-disant, tu vois, c'est ce que te demandais en programme, en question, il y a quelqu'un qui aurait eu le fondateur. Il aurait parlé avec des anges, il aurait lu des tablettes d'or avec un peu des nouvelles tables de la loi, etc. Enfin, et il aurait instauré une forme de polygamie, il aurait installé... Enfin bref, c'était un espèce de nouveau prophète et qui a établi son camp-là. Il est mort assez vite et il a été repris immédiatement par quelqu'un qui, avec énormément d'argent, d'ailleurs la bonne question c'est d'où venait l'argent, comment l'argent coulait à flot dès cette époque-là entre les mains des Mormons. Il a tout acheté, il a créé sa propre armée, il a créé ses propres milices, il a manipulé l'armée américaine pour créer des guerres avec les Indiens, pour que l'Utah, qui était vraiment une région indienne très forte, perdent les Indiens, les réserves indiennes, etc. Ils ont tous été virés. Hein. La région a été entièrement prise par les Mormons. Et lui s'était fait nommer gouverneur de ça, avec des massacres terribles. Hein. Vraiment, c'était un génocide, mais pas que des Américains, pas que des Indiens originaux. C'était un génocide aussi des colons qui n'étaient pas mormons, qui n'étaient pas de cette religion, puisque très vite, en fait, il fallait choisir entre rester chrétien ou protestant ou prendre la religion mormone, puisqu'en fait, la religion mormone a très vite été imposée, entre guillemets, aux gens qui étaient là. Donc, c'était vraiment comme une secte. Et ils ont été, et ça, c'est vraiment important de noter, les premiers à utiliser des cagoules, un peu sur le modèle des cagoules du Ku Klux Klan, pour faire des virées et pour tuer leurs adversaires. Donc ils allaient tuer des Indiens quand ils sont devenus plus puissants. Donc ils allaient, entre guillemets, faire leurs lois eux-mêmes. Et il faut bien comprendre que ce modèle-là est très similaire à ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que j'allais dire ça. Non, mais c'est important. Ben oui. Ils allaient tuer les Indiens, les réserves, enfin le début des réserves indiennes, puisque tu commençais à avoir des traités, tu sais, entre le gouvernement américain, les Indiens, etc. Eh bien, il y avait une forme de tolérance pour deux raisons. Parce que il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était une bonne idée, parce que c'était un peu comme on présente les Palestiniens, tu vois, c'était des gens dangereux dont il fallait se débarrasser. Et donc, et l'autre raison, c'est qu'en fait, même l'armée américaine avait peur d'eux dans cette région. C'est-à-dire que les milices mormones étaient plus puissantes que l'armée américaine, et les militaires américains savaient que les Mormons n'hésiteraient pas à faire un false flag, c'est-à-dire qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser des Indiens, parce que comme à chaque fois, si tu veux, dans un État aussi grand que l'Utah, c'est très grand, hein, ça, sur la carte, ça, c'est un petit point rouge, mais en fait, c'est vraiment très très grand. Eh bien,
eh bien, et puis c'est beaucoup d'espace complètement vide, eh bien, ils auraient pu faire un false flag et aller attaquer un fort de l'armée américaine, tuer tout le monde et laisser des preuves comme si c'était les Indiens qui les avaient attaqués. Ça, là, faut toujours, de ce temps-ci, c'est une pratique tellement, on l'a vécu avec le FLQ au Québec, tous les mouvements qu'on veut diaboliser, comment cet état du mensonge-là peut manipuler. Il faut être conscient de ça, Bertrand. Exactement. Exactement. Mais c'est important parce que, tu vois, je vais le résumer de façon très simple. Quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, 99,9% des gens, ils entendent les Indiens et l'armée américaine. Et certains voient au milieu les colons, donc l'armée qui protégeait, qui essaie d'établir l'ordre, mais c'est ça. Mais très peu de personnes savent qu'au milieu, il y avait les Mormons. Non mais... C'est la même chose aujourd'hui dans plein de choses. Exactement. Ils nous opposent aux méchants islamistes terroristes. Mais ils se font oublier. Oui, tout le temps. C'est-à-dire que tu penses toujours que c'est l'autre le responsable. Ah, c'est très bien monté. Bertrand, ce matin, encore une fois, tu nous fais profiter de tes connaissances, puis les gens qui disent « Ah ouais, mais il nous dit jamais ses sources. » Non. Écoutez Bertrand Scholler. Dans ta vision eschatologique, que les gens disent tous ceux qui ont voulu interpréter l'histoire de façon eschatologique se sont trompés. Certains ont dit ça dernièrement. Mais toi, tu peux-tu aussi, avant qu'on aborde les deux derniers sujets puis qu'on finisse l'émission, toi, tu ne rejettes pas ces pensées eschatologiques-là. Tu les mets pas dans l'ordre des complotistes ou des histoires pour faire peur. Tu les interprètes à ta façon, mais je sens pas que tu travailles pour la fin du monde quand tu me parles. Tu essaies justement d'éviter le pire. Je me trompe-tu? Mais non, tu te trompes pas. Mais déjà, il y a une première chose. 90%, 95% des gens qui parlent d'eschatologie dans les médias ou ailleurs, ils prennent les textes religieux ou les prophéties et ils essaient de coller la réalité aux textes religieux. Et donc, ils disent, tiens, ça ressemble. Et donc, effectivement, à toutes les époques, quand tu fais ça comme ça, tu trouves des similitudes. Tu peux dire, ah bah tiens, mais moi, je fais pas du tout comme ça. C'est ça où les gens comprennent. Bah, moi, j'ai une approche très scientifique, très rationnelle, très factuelle. Je regarde uniquement les faits. Donc, je regarde et je dis, tiens, les élections, c'est 66-6. Je regarde le portrait officiel de Macron. Je regarde son couple. Je regarde ses déclarations. Je regarde le nom de son Premier ministre. Je regarde toutes ces choses-là. Et à un moment, j'ai des centaines de choses qui s'alignent. Et par ailleurs, j'ai mon intuition. Et là, je me dis, tiens, c'est fou. Il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de gens qui disent que ça correspond. Mais j'en déduis pas que c'est exact à cause des coïncidences qui s'accumulent ou à cause des prophéties qui ressemblent. Ce qui compte, c'est pas ce que moi je pense, c'est qu'eux pensent comme ça. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire aux personnes qui nous écoutent. Peu importe ce que vous pensez, peu importe que vous croyez ou pas que mes analyses sont bonnes, eux fonctionnent avec cette idée. Et donc, si vous réussissez à intégrer ça, vous comprenez qu'ils sont dans une feuille de route. Et d'un seul coup, vous comprenez que Macron n'est peut-être pas une marionnette, comme beaucoup le disent, mais est peut-être la personne qui devait propulser pour arriver à ça. Et d'un seul coup, vous vous rappelez que Schwab disait, c'est le meilleur d'entre nous. Ce sera le meilleur guide pour l'ordre nouveau. Et il n'est pas le seul à l'avoir dit. Brabock, le PDG de Nestlé, qui a été un des grands sponsors de la carrière d'Emmanuel Macron, l'a dit, etc., etc. Macron, c'est quelqu'un qui est détesté, entre guillemets, par beaucoup de personnes dans le monde. Les gens du Hezbollah savent que c'est lui qui a trahi et pour créer l'attentat contre Nasrallah. Il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'il représente un danger.
pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu la moindre tentative contre lui? Ah, il y a un deux. On retrouve plein de deux poids, deux mesures partout dans l'information qu'on Non, traite mais ensemble. pourquoi? 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 Ben parce qu'en fait, il est la personne la mieux protégée du monde. Il est la personne avec des algorithmes sur Internet, et faites le test, qui sont par les intelligences artificielles partout, qui est véritablement la mieux protégée. Et, euh, et Macron ne souhaite pas construire. Son projet, c'est de tout détruire. Quand il dit pour bien construire, il faut détruire avant, non, il faut comprendre qu'il est dans un langage d'inversion. Donc c'est le projet, la finalité, c'est pas l'après la destruction, c'est la destruction. Donc pour bien détruire, il faut détruire maintenant. Ah, écoute, Et moi, je pas vois. pour construire bien, il faut accepter de détruire pour un temps. Mais c'est exactement ce que fait Israël à Gaza. Il faut voir que ces gens construisent pareil. Ils détruisent, pour eux, construire, c'est détruire. Ah, ouais, Ils ouais. détruisent la société américaine avec le LGBT+, et la montée des tensions raciales qui sont exacerbées à un point fou. Regarde, Ah, en ce moment l'assassinat. aussi, moi aussi, Bertrand, je veux pas tomber dans ce piège-là. Mais Quel oui, piège actuellement qui mais est devant c'est nous? un piège. L'assassinat de cette Ukrainienne. Évidemment, c'est horrible la mort de cette Ukrainienne. Mais le mec, on a constaté qu'en fait, il avait eu plein de séances en psychiatrie et en disant, mais ils m'ont complètement remonté le cerveau, etc. Le mec, il a été arrêté 14 fois. S'il raconte ça, enfin, tu vois, est-ce qu'il n'était pas au cœur d'une expérience MK Ultra où Ah, les ils peuvent types en faire lui ont comme ils demandé, veulent. l'ont programmé pour tuer? Et je cherche pas à lui chercher des circonstances atténuantes. Le mec, c'est un monstre qui doit être mis en prison, etc. Il a commis énormément de crimes. Mais quand tu vois la vidéo, on sent que le mec est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre. Même la manière avec laquelle il la tue. Tu vois, au début, les gens disaient que ça avait été un assassinat de rage où il lui a presque coupé la tête. Et puis Ah, c'est quand pas tu vois ça. les images, en fait, il donne un coup de couteau. C'est pas 10 coups de couteau. Ça ressemble pas à quelqu'un qui est en rage contre quelqu'un d'autre. On a vu, toi comme moi, des gens qui deviennent fous, tu vois, dans une crise de violence. Là, les images, tu vois, il se met derrière elle. En principe, tu vois, s'il était dans une crise de folie, de démence, il monte et puis il peut plus se retenir. Mais là, il fait ça, et puis après, il tourne, il hésite, il dit je l'ai eu la blanche, comme s'il parlait à quelqu'un. J'ai fait ce que tu m'as dit. Tu vois ce que je veux dire? On n'est Ah, pas. je pourrais te citer un cas au Québec là, que je remets beaucoup en question, moi aussi. Le dossier de Bissonnette, qu'on a voulu monter en épingle et faire en pleine période des accommodements raisonnables, où on a essayé de faire passer les Québécois pour des racistes islamophobes, parce qu'on préparait l'opinion publique pour ce genre d'affrontement-là. Puis là, on est pogné avec les prières de rue à Montréal, où là, les gens en ont compte les méchants islamistes qui veulent nous envahir, parce que c'est un peu l'image que ça montre, ça, hey, tu montres des gens prier dans des Ouais, rues, ça, là, c'est une image qui est très forte. Et là, j'essaie de dire aux gens, essayez donc de regarder à l'arrière de ça, qui organise ça et au exactement. bénéfice de qui. Et là, vous allez dire, Exactement. ouh, là, j'embarque pas, là. Mais non, mais personne ne veut s'embarquer là. Parce qu'en fait, on a, tu sais, dans toutes les expériences qui ont été faites, alors on a beaucoup parlé de l'expérience, par exemple, de Milgram, etc. Mais il y a plein d'expériences, dont l'expérience de Stanford avec les MK Ultra, mais il y en a beaucoup. Et tu as une expérience qui démontre, je crois que c'est l'expérience de Daesh, sur le conformisme. C'est-à-dire que les gens, en société, se sentent plus en sécurité, plus heureux dans le conformisme. Et donc, les instituts de sondage créent la conformité. Les émissions de télé créent la conformité. Les plateaux de télé créent la conformité. Et c'est pour ça que moi, souvent, j'ai une forme
d'exaspération par rapport aux marchands du temple, tu vois, ces chaînes de télé qui disent qu'elles sont dans la dissidence alors qu'elles deviennent exactement la même chose que les grandes. C'est ni plus ni moins. Tu vois, là, par exemple, Charlie Kirk vient d'être tué. Tu es sûr qu'il y a 4 ou 5 médias qui vont faire des campagnes de levée de fonds en disant je suis dans la ligne de mire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout le monde en profite. Ça s'est révélé très rapidement. Ah oui. Mais c'est horrible. Et moi, ces gens me dégoûtent complètement, en fait. Parce que ils font pas ça par foi, ils font pas ça par dignité, ils font pas ça. Et il y a que l'argent et une forme de pouvoir, etc. C'est la seule chose qui les intéresse. D'ailleurs, beaucoup viennent du monde de la finance ou viennent du monde des grands médias et ils se sont dit oh mais en m'associant avec un financier, avec un machin, on va pouvoir se créer une bande d'escrocs et on va traire la vache. Et ensuite, entre ces médias puissants, ils se serrent les coudes comme des malades. Ah ouais. Et c'est pour ça que moi, je préfère les médias américains. J'ai plus de respect pour eux parce qu'en fait, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont capables vraiment de se tirer dans les pattes. Ils imposent pas aux autres une forme de collusion. Et tu vois, moi, je voyais une émission il y a quelque temps entre Rémi Juste Milieu et Aberkan. Et justement, Rémi essayait de résister à ça, de résister à cette collusion. Il essayait pas d'émettre une critique comme toi ou moi on a pu faire dans certaines émissions, mais il essayait d'avoir une forme de réserve par rapport à certaines attitudes. Eh bien, on voyait Aberkan qui essayait de l'intimider, de lui faire vraiment, mais fortement, tu vois, de genre, mais tu serais quand même pas un de ces destructeurs, tu serais quand même pas un de ces espèces de trolls qui osent critiquer ou qui osent. Et vraiment, j'avais l'impression d'être, tu sais, dans ces dîners en ville, dans ces moments vicieux où t'as Aberkan qui est le mec qui ramène la tribu, comme pourrait faire quelqu'un comme Berkoff, etc., en disant non, 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 dissident mais pas trop. Tu vois, reviens dans le chemin autorisé, ne critique pas Toxin, ne critique et presque d'une certaine manière, il a cédé. Il essayait de résister, mais en fait, il y avait une telle habileté en face de lui que il osait pas critiquer, il osait pas. Et résultat, toutes les personnes qui ont regardé, les centaines de milliers de personnes qui ont regardé l'émission, eh ben, ils n'ont pas entendu un gros tracteur avec des vaches. Ils n'ont pas entendu ce qu'ils auraient dû entendre. En fait, il y a le tracteur et derrière, il y a des grosses vaches. En fait, je pense que ça doit être le seul moyen de les descendre des hauts pâturages. Parce qu'ici, dans le Pays Basque, c'est fascinant. Les animaux sont partout en liberté. Wow. Tu sais, c'est des zones où ils sont complètement libres, les chevaux, les vaches, les moutons. Je me téléporterais chez toi en ce moment, c'est très beau. Wow. Ah, magnifique, magnifique. Hey Bertrand, il nous reste. J'aurais aimé parler parce que ça brasse au Venezuela, au Qatar, et j'aurais aimé que tu me parles du Népal rapidement parce que on va terminer l'émission dans une dizaine de minutes. Eh bien, petit 1, au Népal, on est vraiment face. Il s'est passé un peu la même chose en Arménie, il s'est passé la même chose dans beaucoup de pays. On a un gouvernement qui est en place et qui a des conseillers qui sont les mêmes, hein, les fameux Khazars dont on parle, les fameux qui sont infiltrés. Et d'un seul coup, ils donnent au même moment des instructions débiles qui vont fâcher la population. Et parallèlement à ça, comme une pince de crabe, il y a des gens qui ont infiltré la population avec le guide de la révolution de couleur. Et donc, tu crées la parfaite tempête entre un gouvernement qui fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire et une population qui est attisée. Et donc, en fait, c'est une révolution de couleur. Pourquoi ? Parce que si tu regardes géographiquement où est le Népal, eh bien, c'est encore une manière de fragiliser toute cette région. Ça concerne l'Iran, ça concerne l'Inde, ça concerne la Chine, ça concerne vraiment... alors, l'Iran est loin là, hein, mais en réalité,
ils sont concernés, enfin tout cet axe en fait qui va vers le Pakistan, Afghanistan, Iran et Népal, c'est un axe commun, mais c'est vraiment pour séparer l'Inde et la Chine en fait. Et donc quand tu crées de tels mouvements au Népal, comme ça a eu lieu au Bangladesh ou dans d'autres pays, eh bien c'est vraiment pour mettre un gouvernement de pantins et, et ça arrive juste au moment du rapprochement entre l'Inde et la Chine. Et quelles sont les conséquences immédiates de ça? Mais le roupie, le cours du roupie, donc la monnaie indienne, eh bien, elle se casse la gueule. Donc, cette opération au Népal, elle vise principalement l'Inde. Et c'est séparer, en fait, l'Inde de la Chine. Et donc, par effet, parce que si tu rapproches l'Inde et la Chine, tu vas rapprocher l'Inde du Pakistan et donc de l'Iran. Or, tout était fait par Israël, qui est très présent en Inde, pour séparer l'Inde du Pakistan et séparer donc l'Inde de l'Iran. Pour expliquer le domino que j'essayais de démontrer, parce que ça c'est au sein des BRICS, mais c'est aussi l'intérêt stratégique de la Chine. Parce que si le développement de l'Inde se poursuit comme celui de la Chine, etc., ils auront besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, on voit que l'énergie russe va arriver encore plus vers la Chine, puisqu'a été décidé lors de la visite de Poutine en Chine il y a quelques jours, à nouveau un gazoduc de 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ça fait 2, donc ça fera 100 milliards de mètres cubes de gaz par an. Donc, tout ce qui était prévu pour l'Europe part pour la Chine. Mais pour l'Inde, il pourrait y avoir, puisque maintenant les gazoducs vers la Syrie, tout ça, de l'Iran sont cuits, eh bien, la Chine pourrait inciter à ce que les gazoducs aillent vers le Pakistan, puis vers l'Inde. Puisque la Chine, elle est pour un développement, en fait, des différents pays. Et évidemment, il y aura aussi une part pour la Russie, pour tout ça. Et donc, en faisant ça en Inde, au Népal, eh bien, tu déstabilises toute la région. Donc, regarde juste le cours de la roupie. La roupie est à son plus bas niveau. Et ça rappelle ce qui s'était passé en Turquie à certains moments. C'est-à-dire que l'État profond, donc donne-lui l'étiquette que tu veux, est en train de dire à l'Inde, on n'accepte pas ce que vous faites. On n'accepte pas votre manière de vous rapprocher. Donc, le Népal est le proxy pour créer un mur entre les deux pays. Puisque le gouvernement qui va être mis en place au Népal, puisque là on voit les dirigeants quittent le Népal, sera un gouvernement fantoche en fait. Sera un gouvernement dont le rôle, ça va être d'être un mur entre la Chine et on voit bien, il faut savoir que pour déstabiliser un pays comme, vous voyez, le cours, c'est très caractéristique, c'est une chute vertigineuse. Donc, de la roupie, mais vraiment vertigineuse. Et là, tu l'as mis à l'échelle de combien de mois ou combien de... 5 ans. Hein? Voilà. Ouais. Donc, on voit que là, il avait beaucoup perdu, il était remonté, et là, il est redescendu très fort, en fait. Et tout ça, c'est pas du tout le hasard. Alors maintenant, pour Doha, c'est pire. Parce qu'en fait, il s'est passé plusieurs choses à Doha. D'abord, le Qatar faisait partie des pays qui avaient donné et promis des milliers de milliards aux États-Unis. C'est un grand pays gazier et le Qatar a vu d'un très bon œil l'effondrement de la Syrie, puisque le Qatar voulait faire passer son gaz par la Syrie pour aller en Europe. C'est un grand producteur de gaz, le Qatar. Et on se rappelle qu'à l'époque, la Syrie avait choisi l'Iran au détriment du Qatar. Donc le Qatar, la chute, le renversement d'Assad, c'était royal. Ils le doivent à Israël et ils le doivent aux États-Unis. Donc ils étaient très contents, entre guillemets. Mais Israël, maintenant, est arrivé à un moment où ils se foutent de tout. Ils n'ont plus peur de rien. Ils peuvent faire un génocide, ils peuvent bombarder le Liban alors qu'ils sont censés être en cessez-le-feu. Ils peuvent bombarder la Syrie tous les jours.
Ils ont pu faire la guerre contre l'Iran. Enfin, la guerre, c'était un peu malheureusement plus à sens unique qu'autre chose. Et ils ont été très influents sur d'autres fronts. Hein. Ils sont très actifs auprès de l'Ukraine contre la Russie. Eh bien, ils ont décrété, alors que le Mossad avait donné des garanties au Qatar qu'il n'y aurait jamais d'assassinat ou de frappe chez eux, 10 avions américains de type F-35 sont allés bombarder une réunion des négociateurs du Hamas qui venaient pour accepter la proposition de paix de Trump. Puisque Trump leur avait donné un ultimatum en disant « Les Israéliens acceptent, vous avez une semaine, le Hamas, pour accepter. » Et ils avaient accepté. Et là, ils tuent l'équipe de négociation. Alors, il semble-t-il, il y en a certains qui ont survécu parce qu'ils sont allés prier. Mais ça prouve bien que Netanyahou n'a jamais voulu la paix. Et là, ça prouve toutes les thèses qui disent que le 7 octobre, c'est quelque chose qui a pu être souhaité, voulu, manigancé depuis très longtemps par Netanyahou pour en arriver là. Et d'un seul coup, tu te dis que tout ce qui se passe en parallèle, la guerre avec l'Ukraine, l'assassinat de Charlie Kirk, toutes ces choses-là sont faites pour qu'il soit sur un tapis roulant dans son génocide et dans les bombardements dans sa région. Puisqu'à chaque fois qu'il est en train d'être démasqué, il se passe quelque chose qui détourne l'attention. Regarde, on a parlé beaucoup de Charlie Kirk, et aux États-Unis, ils ne parlent que de ça, et plus personne ne parle de Doha. C'est-à-dire quelque chose qui devrait faire l'actualité pendant des jours est détourné par un assassinat en Utah extraordinairement bien ciblé. Ils sont trop forts. Ils sont vraiment forts. Mais pourquoi ils sont forts? Et on revient à l'eschatologie. Parce qu'eux savent exactement où ils veulent aller. Nous, en fait, on observe sans avoir leur plan. Donc, on est impressionné. Mais si on avait le plan, on comprendrait. Ah oui, ah oui. Toi, si tu pars faire une balade quelque part, quand tu vas tomber sur une rivière, tu vas devoir tourner à droite ou à gauche pour trouver un pont. Peut-être ça va te faire un immense détour. Mais si celui qui avance, il sait qu'il y a une rivière, peut-être il aura pris un canot gonflable, peut-être il aura pris, et il va aller beaucoup plus vite. Et toi, tu vas toujours être impressionné. Mais parce que tu sais pas qu'il sait déjà tout ce qui va se passer. Effectivement, c'est ça aussi. Wow! Oh oui, ils peuvent planifier pendant plusieurs années des plans on comprend pas nécessairement la finalité. Mais eux, ils savent où ils veulent nous amener. Mais c'est ce que Netanyahou, il a été pris plein de fois en interview en disant, entre guillemets, faites pas chier, il faut financer le Hamas, on a besoin du Hamas. Ah oui, ouais. Ah, exactement aussi, c'est ça que nous au Québec, on l'a vécu à moindre, à petite échelle avec le FLQ à l'époque. Comment on a infiltré les mouvements souverainistes pour ensuite en faire ce qu'on voulait, des marionnettes. Et Bertrand, pour terminer, le Venezuela. Ah ben, écoute, alors je pense, sans évidemment sans certitude particulière, que il y a dû y avoir des messages très très forts d'un certain nombre de pays pour dire aux Américains de ne rien essayer contre le Venezuela. Mais ils vont trouver autre chose, comme au Népal, comme au machin, ils vont pas lâcher l'affaire. Donc je pense pas que Trump va faire appuyer sur le bouton. Je pense que, en fait, il espère faire tellement peur à Maduro que Maduro va lâcher l'affaire, va leur dire ok, les boîtes américaines reviennent, elles peuvent contrôler le pétrole, mais laissez-moi. Mais en même temps, depuis que les États-Unis existent, depuis qu'Israël existe, ils n'ont jamais respecté personne. À chaque fois qu'ils ont serré la main de quelqu'un, assez vite, en fait, ils ont coupé la main, puis le bras, puis la tête, puis les jambes, puis tout. Il n'y a pas d'exemple d'alliés
qui ont pu se dire j'ai choisi le bon allié. Ça n'existe pas en fait. À un moment ou un autre, ils se font jeter comme des merdes, ils se font abandonner comme des merdes, voire même ils ont été. Donc, est-ce que le Venezuela se laissera séduire? Est-ce qu'il se laissera pas séduire? Est-ce que Trump osera la folie d'être à nouveau le président de la guerre sur un nouveau front, alors qu'il rêve du prix Nobel de la paix? Mais bon, son ministre de la Défense maintenant s'appelle ministre de la guerre, donc c'est un peu mort. Voilà. On vit vraiment une période très très particulière, mais une période dans laquelle ceux qui refusent de voir qu'il y a des gens infiltrés dans toutes les sociétés pour détruire les sociétés, pour créer la destruction de la fertilité. Robert Kennedy a dit à la télé, il est le ministre de la Santé américaine, qu'il y avait des preuves qui étaient accumulées qui montraient que Bill Gates avait eu un rôle abject sur la fertilité de femmes dans plein de régions du monde avec les vaccins qu'il offrait. Ah, écoute, puis ça, là, c'est très difficile à expliquer au commun des mortels, Bertrand, parce que tout le monde va dire, ouais, mais pourquoi qu'il ferait ça? Mais parce que c'est le diable! Parce que c'est le diable! Oui, à un moment donné, il faut essayer d'arrêter de trouver, il faut essayer d'avancer là-dedans avec toutes les. Comme le disaient certains hier, ils se présentent pas. C'est pas des gens qui se présentent publiquement. Ils font faire leur travail par d'autres. Et on peut juste essayer de comprendre en analysant les conséquences de leurs gestes. Exactement. Donc, nous autres, on a, comme tu dis, si on savait le plan à l'avance, on pourrait aider plus la population, mais là-dessus, on est comme tout le monde, on le découvre au fur et à mesure. Et c'est très intelligent. Merci, Bertrand. Pourrais-tu nous montrer des belles images du coin du pays que tu es actuellement? C'est magnifique. Puis peux-tu leur dire, nous dire c'est où? Parce que comme Québécois, on ne sait pas c'est où. Alors là, c'est les Pyrénées, la région des Pyrénées du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, en fait. Tu nous fais découvrir cette région-là, Bertrand, puis on peut pas rester indifférent à nos cousins français. Vous avez tellement un beau pays. On comprend pourquoi il y en a qui veulent vous l'arracher. C'est magnifique. Merci Bertrand, encore une fois, de toute ta générosité. Alors si certains veulent être généreux et m'aider un peu, parce que dans le pèlerinage, je suis assez surpris d'ailleurs, et ça se passe à chaque pèlerinage, j'écris un peu moins, et donc les gens, ils sont moins nombreux à rester ou à venir, donc j'aimerais bien parfois avoir l'impression que l'altruisme, il fonctionne dans les deux sens, parce que je donne beaucoup avec X, avec YouTube, y compris avec les lettres, et parfois j'aimerais ressentir un peu plus de réciprocité. Alors je me plains pas de tout ce que je vis par mes engagements, mais s'il y en a parmi vous qui ont un peu de moyens et qui veulent aider, eh bien le bon moyen d'aider, c'est de vous abonner au Substack, et en vous y abonnant, vous allez voir, ça va vous aider aussi. Donc vraiment faites le geste, parce que je demande moins maintenant, parce que je suis lassé de demander et d'avoir très peu de retours aux demandes. Mais voilà, je le refais. D'une part, parce que vous regretterez pas, je pense que c'est très intéressant. J'écris en fait ce que j'aimerais lire dans mes lettres Substack. Et vous imaginez que j'ai un niveau d'exigence dans ce que je veux lire qui est assez élevé. Donc voilà, je compte sur vous. Bertrand, on va se terminer avec un grand poète québécois, Félix Leclerc, qui dans cette chanson nous explique la réalité qu'on vit aujourd'hui. C'est quand même très intéressant et agréable à écouter pour terminer. Merci Bertrand. Merci à tous. Merci Carl.